Ah bah il coupe d'un coup, tiens, comme de par hasard. Ça va, il vous plaît le générique? Petit générique vite fait, hein, bricolé avec des musiques libres de droit YouTube. Musique libre de droit. Salut les amis, je suis content de vous voir. Les réglages, je vais les faire là. Les fameux réglages, je vais les faire là. Très content aussi de recevoir Pierre-Yves. Alors, dimanche, on a fait de la philo dimanche, tous ensemble. On a évoqué la nature du monde, on a évoqué la nature de l'homme, la nature du réel, on a évoqué tout un tas de concepts intéressants, hein, que je vous invite à creuser parallèlement, hein, à avoir votre réflexion personnelle. On a évoqué le transhumanisme et on a évoqué Jean Baudrillard. On l'a évoqué succinctement. Aujourd'hui, je voulais revenir avec Pierre-Yves qui connaît un peu mieux que moi Jean Baudrillard. On aimerait revenir sur Baudrillard lui-même, ce qu'il a apporté en ce qu'on appelle la philosophie postmoderne. Hein. D'ailleurs, on parlera aussi de la post-vérité. Il y a beaucoup de post là-dedans. On parlera de son concept d'hyper-réalité, puis on élargira un petit peu pour revenir à cette notion du réel que nous vivons aujourd'hui, ou plutôt de l'irréel, puisque chacun appréhende sa réalité d'une manière bizarroïde par rapport à il y a encore 30 ans. Les réseaux sociaux, tout ce qui est apparu qui permet aux gens de rester cloîtrés chez eux et finalement de vivre une autre réalité. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils. Et donc, est-ce que nous ne vivrions pas, pardon, déjà, l'hyper-réalité? Pierre-Yves, merci d'être là. Je te salue. Bonjour à toi. Bonjour, enfin bonsoir Rayad et bonsoir le chat. Très content d'être là aussi. Je sais pas si j'ai bien amené le truc. Finalement, il faut l'amener comme ça, puisque c'est Jean Baudrillard. Oh, pardon. Parce que Jean Baudrillard, il est pas si contemporain que ça. Et juste là, il y a quelques minutes, on disait que ce type qui a apporté ce concept d'hyper-réalité, il était visionnaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, c'est des gens justement, parce que moi je suis pareil, hein, je suis pas un grand spécialiste de Baudrillard. J'ai lu Baudrillard, mais je me suis intéressé à tous les penseurs, on va dire de la post-modernité. Et on peut dire que c'est des gens qui ont vu, notamment, tu vois, on peut faire partir ça de mai 68, en fait, la fin des Trente Glorieuses, on va dire, et l'arrivée dans un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus factice, où le paquet cadeau, l'emballage compte plus que l'objet lui-même, quoi, en fait. En gros, le réel Ouais. est de plus enrobé. Alors après, on peut dire, lui, il emploie les mots simulacre, simulation, hyper-réalité. Quelqu'un comme Guy Debord parlait de spectacle. On peut parler aussi de Kluskar, un peu tous ces philosophes qu'on appelait les situationnistes, en fait, qui sont plutôt classés à gauche. Mais pareil, ça c'est aujourd'hui, ils seraient classés à droite, en fait, ces gens-là. Et donc voilà, c'est Mais des gens. petite incise, Baudrillard a souvent été défini comme marxiste, alors qu'il s'est détaché très vite du marxisme. Et moi, j'ai un petit peu étudié sa vie. Alors, les amis, je vous dois un aveu. Moi, je n'ai pas lu Baudrillard. Je l'ai étudié. J'ai écouté ceux qui l'ont lu. Je vais me faire un plaisir de rattraper ce retard dès que j'ai un peu de temps libre. Mais voilà, il faut que je vous avoue quand même que je l'ai pas lu. Et en le lisant, j'aurais peut-être un peu plus de pertinence. Pierre-Yves, lui, a lu Simulacre et Simulation, le livre qui, en 81, a lancé Baudrillard. En 81, bien avant Internet, il voit tout ce que nous vivons. Et c'est en cela qu'il est génial. Alors, tu as cité, effectivement, la société de consommation, les 30 glorieuses. C'est intéressant, parce que, tu vois, à l'époque, tous ceux qui privilégiaient cette société qui ressemblait un peu à l'American Way of Life en France, hein, la France qui sortait d'une époque difficile d'après-guerre où il y avait une grande misère. Là, c'était, on va vous apporter le bonheur, les amis. C'était naïf peut-être, mais c'était loin d'être con et ça partait d'une bonne intention. C'est on va apporter du bonheur aux masses en les grands ensembles, l'électroménager, la massification de l'enseignement, les gens, le collège et tout. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve toujours ça, c'est-à-dire un bien qui est censé être un mieux et qui finalement à la fin finit en cauchemar. Et comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et oui, on peut penser, Trente Glorieuses aussi, des réalisations physiques. Je sais pas, tu sais, donc que ça soit le TGV, le Concorde, tu vois, Ouais. dans l'aérospatial et tout. Et tous ces grands projets, finalement, se sont terminés plus ou moins avec le tournant des années 80, quoi, on va dire. On s'est aperçu à la fin, surtout à la fin des années 90 ou plutôt dans les années 90,
Je pense, on s'est aperçu que finalement la richesse, le bonheur matériel faisait pas le bonheur, et au contraire créer d'autres angoisses, d'autres maux, et créer une société, parce que ce que nous vivons aussi, c'est la conséquence de la société de consommation, et que finalement ça crée un autre cauchemar Oui, que oui. celui de la pauvreté. Aujourd'hui, on a beau, on est 10 fois plus riche. Écoute, moi, je vais me comparer avec moi-même. J'ai beaucoup plus de choses aujourd'hui, de possibilités, d'accès, de facilité, qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et pourtant, le monde me paraît plus angoissant. Il Oui, y a un oui, tout à fait. désenchantement. Voilà. Il y a un désenchantement et le monde devient de plus en plus virtuel. Enfin, c'est un lieu commun, hein, ce que je vais dire, mais Alors, on va y parce que venir, des ça. gens comme Baudrillard, voilà, des gens comme Baudrillard, faut bien comprendre. Ben, je sais pas, il est mort au début des années 2000, je crois, un petit peu avant. 2007. 2007. Voilà, donc, tu vois, il est mort au moment où c'était les balbutiements d'Internet et tout ça, tu vois. Donc, imagine son regard qu'il aurait en 2024 où Alors c'est intéressant parce que 2006-2007 amène les smartphones avec l'iPhone. C'est le moment où on a l'internet véritablement sur des smartphones, des téléphones dignes de voilà, ce nom. Et quelque part, c'est encore une étape supplémentaire du virtuel à tout moment, en permanence, même quand tu es dans le bus. Parce que tu vois, les téléphones avec internet, on le fait tous, moi le premier, mais il y a rien de plus angoissant que prendre le métro le matin ou je sais pas, aller n'importe où. Les gens se parlent plus, ils regardent leurs écrans, ça fait peur la première fois. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? ah Voilà. bah oui, Et oui. Ah, voilà. bon, Et il est mort au moment où on est passé à cette étape. Parce que avant, les gens rentraient chez eux ou étaient au bureau pour voir Internet, pour être dans des mondes virtuels. Là, à partir de 2007, 2006, 2007, on a la possibilité à tout endroit où que tu sois, avec ton téléphone, ton smartphone, d'être dans ce monde, cette hyper-réalité qui est un mélange de virtuel encore, hein, et de réel. Et Baudrillard, il meurt à ce moment-là. C'est un peu symbolique, je trouve. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais essayer de passer des diapos en arrière-plan, que ce soit un petit peu bien. Et si tu le permets, je te demande juste un instant. Je vieillis, j'arrive plus à faire plusieurs choses en même temps, c'est honteux. T'inquiète. Slide, ça va slider. Après, je sais pas ce que ça slide. Par contre, je vous vois plus, les gars. Ah si, je vais vous voir. Voilà, bon, un peu. Des images de notre monde, hein, quelque part, ou des représentations de notre monde. Alors, qu'est-ce que l'hyper-réalité, hein? Pourquoi est-ce qu'on dit que la réalité est morte? L'hyper-réalité, c'est lorsque tu ne distingues plus le réel de l'imaginaire, le réel du virtuel, quel qu'il soit. Ça peut être des films, ça peut être voilà des gens qui jouent trop à des jeux vidéo dans les années 80 et qui sautent par la fenêtre ensuite. Voilà, eux ils sont atteints par ce syndrome qu'on te présente par le biais de la réalité augmentée. Tu vas te balader dans un monde, tu pourras mettre des filtres, tu pourras voir ce que tu veux voir, tu pourras voir toutes les infos, etc. Mais en fait, c'est l'hyperréalité, c'est ce concept où la conscience ne distingue plus le réel de l'imaginaire. Et Baudrillard, donc, qui a été à un moment donné marxiste, mais qui s'en est dégagé, qui n'a jamais été structuraliste, je crois même qu'il le dénonce, qui s'est toujours distingué comme un homme libre hors système. Il a jamais voulu être un maître, il a jamais voulu faire école. Ce type, il est quand même particulier et il a toujours eu une pensée à rebrousse-poil. Ce type, après avoir observé et puis donné aussi, il était connu aux USA dans les années 70, il a donné beaucoup de conférences, il était représentatif d'une certaine excellence française, hein, qui avait encore, aujourd'hui on a BHL, Raphaël Enthoven et Glucksmann. Non, non, mais c'est vrai, je veux dire, Non, mais c'est on les voit le derniers des niveau. Mohicans, hein. Tu sais, quand Ah tu ouais, parlais ouais, de voilà, Baudrillard, Kluskar, Guy voilà, Debord, ce genre voilà. de penseurs, c'est les derniers, quoi. Ah oui, oui, non, mais après, malheureusement, bref. En 81, après avoir une analyse quand même de la société de consommation, une véritable analyse, le type, avant même les réseaux sociaux, hein, 81, on sort des années 70, il y a la télévision et la radio. Je veux dire, l'illusion, ouais, ok, mais pas trop quand même. Le réel, il est là. Le réel, il est là tant qu'il n'y a pas Internet. Ce type arrive à voir ce concept, arrive à proposer un concept d'hyper-réalité. Il dit clairement que cette société de consommation, alors je vais essayer de résumer un petit peu, cette société de consommation est basée sur la consommation d'objets qui petit à petit deviennent des signes. On achète des marques. Peu importe ce que tu as sur toi, c'est la marque qui compte, la marque qui en dit long sur toi, qui devient une information. Ça, c'est marrant parce que ça numérise. Et tout ceci crée petit à petit une virtualisation qui apparaît, qui est là avec le réel, qui cohabite avec le réel et qui petit à petit prend le pas sur le réel et fait disparaître le réel, qui finalement devient ce qu'il appelle le désert du réel, à savoir juste un plan porteur. Aujourd'hui, on l'a vu pendant le confinement, il y avait des villes entières où il n'y avait pas de vie dehors, le véritable réel,
mais les gens, ça les empêchait pas de travailler, ils étaient dans les bâtiments et ils vivaient connectés sur des mondes numériques. Aujourd'hui, on vit ce qu'il a vu en 81. Alors, ce concept, voilà, je vais te donner la parole, je voulais juste l'expliquer longuement. Si tu devais présenter ce concept et Jean Baudrillard, est-ce que tu dirais ça ou tu as envie de rajouter autre chose? Ouais, pour comprendre l'hyper-réalité, moi, tu sais, j'aime bien les analogies, les exemples concrets. On pourrait penser, par exemple, au maquillage féminin, par exemple, ou, je sais pas, par exemple, la chirurgie esthétique, tu vois. Le simulacre, le fameux voilà, simulacre, voilà. c'est un simulacre et donc c'est une hyper-réalité parce que, par exemple, tu sais, si les femmes portent, je sais pas, un décolleté, c'est au bout du bout, c'est des espèces d'instincts, je sais pas comment dire, reptiliens derrière. Donc c'est vraiment la réalité presque animale et on la maquille derrière des signes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les lèvres rouges, c'est un signe de bonne santé. Donc on va accentuer. Simuler. Voilà, simuler. Voilà, ouais, c'est simuler. Et les gens qui aujourd'hui dans nos sociétés, on vit tous un peu par mimétisme, parce qu'on voit sur nos écrans, on est influencé par ça. C'est un simulacre parce que il y a la simulation qui amène la virtualité et il y a le simulacre. Le simulacre, c'est par exemple, je prends l'exemple qu'il donne, hein, du porno qui est un simulacre du sexe, certaines relations sociales, on est toujours des copies de quelque chose, on est toujours le simulacre. Voilà, il y a le simulacre et la simulation. Ceci donne l'hypervirtualité qui prend le pas sur le réel jusqu'à le faire disparaître et la carte devient le territoire aussi. Oui, tout à fait. On peut penser, là, à notre époque, aux réseaux sociaux, tu vois, où c'est une grande farce, quoi. C'est un espèce de bal masqué, en fait, où chacun va accentuer justement les choses. Tu vois ce que je veux dire? Même, je sais pas, sur un réseau social, je sais pas, il y a eu une fête d'anniversaire. Tu vas montrer les photos où tout le monde rigole, tu vois, tout est cool, alors que peut-être c'était ça l'ambiance, tu vois, la soirée, tu vois ce que je veux dire. Donc tout est, on peut presque aller jusqu'à employer le mot mensonge, hein, en fait. Mais il y a une nuance. Il y a une nuance. Tu vois, il y a plein de mots pour parler de ça. Il y a une nuance, hein, parce que mensonge, il y a quand même derrière une action, qu'on le veuille ou pas inconsciemment. Quand on dit mensonge, il y a une action malsaine derrière. Alors que là, c'est plutôt, par exemple, les simulacres de la vie en société où on essaye de paraître ce qu'on voit selon la norme pour certains, voilà, ou contre la norme. Ça fait partie de ces simulacres qui font la simulation, c'est-à-dire le virtuel petit à petit dans lequel nous vivons. Tout à fait. Alors, sachant, je pense que si on regarde l'anthropologie, on sait que l'être humain est un être social, un être religieux qui a besoin de mythes. Tu vois, j'ai écrit un livre qui s'appelle Homo mythologicus. Tu vois, on est des animaux finalement, mais avec un mythe. Tu vois ce que je veux dire? Et des signes, des symboles, des langages. Tu vois. Et en gros, pour moi, ça c'est naturel, c'est le propre de l'homme, d'être un être de signes et de symbolique et de signification, un être culturel, on pourrait dire. Et aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils emploient le mot hyper-réalité, ou comme exactement on parle de post-modernité, c'est-à-dire qu'on est envahi de signes de partout, en fait. Et souvent, pour te vendre quelque chose, que ça soit vendre un produit, vendre un service, vendre une idéologie politique, tu vois ce que je veux dire, vendre des modes de vie. Et puis, j'allais dire, à notre époque, c'est là où des gens comme Baudrillard, eux, ils avaient le nez fin, quoi, le nez creux, comme on dit. Aujourd'hui, tu vois, le wokisme, par exemple, c'est presque l'aboutissement du simulacre, au final, quoi. Même la réalité, même les réalités biologiques sont niées, quoi, tu vois. Alors, moi, je vais aller plus loin. Je vais rester sur cette question d'objet-signe. Il y a plusieurs choses, moi, qui m'interpellent. Déjà, on passe de l'objet matériel, tel qu'on l'entend, à quelque chose qui est devenu un signe. Et mais ça me rappelle les simulations. Qu'est-ce que tu vois dans une simulation? Tu vois là des signes qui représente quelque chose dans un réel. Voilà, déjà. Donc, en fait, il va résumer petit à petit la matérialité à de l'information. Il fait de la physique. C'est important parce que si on virtualise tout et si on ramène le matériel à l'information, on remonte à l'esprit, on remonte au divin. Il y a ça, déjà. Et deuxième chose, j'ai l'impression, j'ai peut-être mal compris, que lui aussi,
pense que, il y a une subjectivité dans sa pensée, nous existons par rapport à nos interactions et nos simulacres. Hein, il y a des, à plusieurs reprises, on te dit, alors bien sûr qu'on existerait dans un désert tel quel. Hein, on l'entend pas par existence au sens dur, mais nous existons comme une cellule n'existe, comme tout corps vivant n'existe que par les interactions qu'il a. Tout à fait. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit finalement. Finalement, on résume la société de consommation non plus à l'objet, mais au signe et à l'acquéreur de ce signe et à ce qui va dégager donc des interactions. Et finalement, au bout d'un moment, si on enlève même les terminaux que nous sommes, ben, il reste plus que l'interaction. D'ailleurs, il le dit, hein, tout est information et porteur d'information. Il dit que dans la société de consommation, nous allons recevoir, et on le vit aujourd'hui, de plus en plus d'informations. Les flux d'informations sont tels qu'on ne peut plus les traiter, et il résume l'humanité les humains à des terminaux qui reçoivent des infos et qui en émettent. Et là, on va très très loin. On va vers une CIM, on va vers une virtualisation totale, on va vers des systèmes informatiques. Il remet en cause inconsciemment la nature de l'homme, parce qu'il suppose une autre nature. On se voit homme. Et tu vois, tout à l'heure en entrée lorsque tu es arrivé, je t'ai dit, tous les gens qu'on a cités dimanche se sont interrogés sur le réel, la nature de l'homme, la nature de Dieu, notre rôle, etc. Baudrillard, lui, sa seule question finalement, c'est où est-ce qu'est passé le réel? Ouais, mais non seulement je sais pas comment dire, mais le réel, en fait, c'est presque moi, tu sais, qui ai une vision cyclique des choses, je pense qu'on va de plus en plus vers de l'irréel pour échapper, on va dire, à l'angoisse du monde, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois, c'est comme quand on parle de paradis artificiel, et ben le virtuel, je pense c'est exactement comme la drogue, les antidépresseurs, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est des sucés d'années, c'est des sucés d'années pour que l'homme ne se connaisse pas lui-même. Tu sais, c'était Bernados qui disait la modernité est une conspiration contre toute forme de vie intérieure en fait. Et donc plus les êtres humains seront vides intérieurement, plus ils vont multiplier les signes extérieurs. Tu vois ce que je veux dire? Et là-dedans, on peut prendre plein d'exemples. Tu vois, la mode des tatouages, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? On met des signes toujours à l'extérieur de soi-même pour pas comprendre notre vie intérieure, en gros, quoi. Et alors il y a Larios qui dit la technique permet que la carte recouvre le territoire. Effectivement, c'est la technique qui permet ça, et notamment l'informatisation. Mais tu vois les tatouages qui avaient à la base une fonction sociale et qui étaient basés sur une réalité, parce qu'il y a un référent. C'est comme la crypto, il y a plus de référents. C'est comme les NFT, il y a plus de référents. On est dans l'hypervirtualité. Tu as parlé tout à l'heure de postmodernité. On a aussi évoqué la post-vérité. Aujourd'hui, on parle de virtualité qui est quasiment du post-réel. À savoir, systématiquement, on te dit, Dieu n'existe pas. Ce qui est avant, on l'efface, on met un écran. C'est nous maintenant l'absolu. En fait, les gens qui nous poussent vers ça, vers le transhumanisme, vers des pouvoirs divins, vers la virtualisation, et on nous coupe de nos attaches, on nous coupe de notre réel, on nous coupe de nos cosmos pour faire de nous des cellules. Ces gens, ils veulent mettre un écran entre nous et Dieu, et eux s'imposer comme des dieux sur un trône factice. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous, on a encore l'âge de se rappeler ce que c'était avant, mais les générations qui arrivent ne seront pas, elles seront déjà dans le cadre, dans la prison. Baudrillard parle d'un système. Baudrillard, par exemple, il a révulsé les télés, qui l'ont banni lorsqu'il a commencé à expliquer qu'un système a besoin de créer une fausse dualité, une fausse binarité pour exister et avancer. Et voilà, il a dit des trucs comme la guerre du Golfe virtualisée. Ils ont pas aimé. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours été à rebrousse-poil parce que ses analyses, finalement, elles portaient leur coup. Et donc là, on a encore une fois, à travers cette hyper-virtualité et ceux qui l'amènent, on a d'un côté une perte totale de sa liberté et de son âme pour avoir du confort, parce que c'est beaucoup plus pratique de regarder Netflix chez soi, être avec des réseaux sociaux, inviter des amis chez soi que sortir dehors, parce que c'est plus angoissant. D'ailleurs, Baudrillard donne une solution, c'est rendre le dehors, le réel, plus plaisant que le virtuel, et les gens reviendront au réel. C'est excellent, parce que pour l'instant, c'est plus angoissant de sortir quelque part par les temps qui courent dans les grandes villes avec un mauvais temps, avec ceci, avec cela. Quelquefois, il vaut mieux rester derrière les écrans et avoir une vie sociale derrière les écrans. C'est ça, l'hyper virtuel, c'est qu'au bout d'un moment, il reste plus qu'un réel où tu prends le bus, tu vas à un endroit, voilà, tu peux même te faire livrer ta bouffe. Moi, je suis à Marseille là, si tu veux, je peux ne pas sortir de chez moi pendant un mois.
parce que je me fais tout livrer au pied de l'immeuble. C'est ça. Et donc, tu ne vois plus la réalité. Alors moi, je m'impose, par exemple, des retours au réel. Je marche, je me force à sortir, à faire des trucs parce que c'est ça que nous vivons. Et donc, pardon, je vais boucler la boucle. Je vais t'écouter longuement. Mais ce qui est important à retenir, les amis, c'est que là, encore une fois, ces gens, et c'est en cela que c'est diabolique et satanique, font des confusions, des interpénétrations, des mélanges de genres pour s'imposer. Ils font partir le réel de Dieu, l'absolu, pour te dire que le virtuel, c'est le nouvel absolu, c'est le nouveau référent. Alors que jusqu'à maintenant, tout le virtuel a une référence en réel. Nous parlons là. Moi, je m'appelle l'Indio en ce moment là sur les réseaux. Là, je me fais appeler l'Indio, mais je m'appelle Rayad. Il y a le référent, le réel. Et il est là, il te parle. Donc quelque part, on a encore, voilà, il y a encore les deux. Mais eux, ils veulent enlever le réel. Et ça fait partie de ces 4 étapes qu'explique Baudrillard. C'est qu'à un moment donné, le virtuel a masqué le réel, puis il le fait disparaître, il l'escamote, il n'y a plus de réel. Donc les gens qui arrivent pensent que le virtuel, c'est le tout. Et donc ceux qui contrôlent le virtuel, c'est des dieux. Et le transhumanisme participe aussi à ça. Je t'ai dit tout à l'heure, le transhumanisme, c'est la corruption de l'homme, qui est la créature de Dieu, qui est l'œuvre de Dieu et l'œuvre d'une biologie, l'œuvre d'une science de fou. On veut le corrompre en mettant quoi? De la matière inerte. C'est une forme de corruption. Et ça, moi, je regarde beaucoup les signatures pour qualifier. Ça, c'est des signatures sataniques ou appelez-le d'une autre manière, de manière laïque, appelez-le comme vous voulez. Mais quelque part, on tue le divin. Baudrillard. Voilà, Baudrillard t'explique que ce virtuel qui est un faux divin, tu peux en sortir en revenant au réel. Tu peux en sortir en pensant. Et donc, faut arrêter les signes, mais plutôt voir les objets qui sont derrière, etc., etc. Voilà. Pardon d'avoir fait long, hein. Non, non, mais je suis tout à fait en accord avec ce que tu dis. Et moi, je pense que ce mouvement, donc moi, je parlerai pas même pas de diable. Pour moi, il est né avec la révolution industrielle. Et en fait, le progrès technologique a amené, pour moi, petit à petit, et même, j'allais dire, ça s'accélère à notre époque, a amené une domestication de l'être humain. Parce que on peut faire, pareil, l'analogie avec un élevage. Tu vois, si tu as 10 poules, les poules, elles vont dehors. Limite, tu peux leur donner un nom aux poules. Et sinon, tu as l'énorme... c'est presque un camp de concentration géant, c'est les élevages de poules où elles voient jamais le jour, on leur casse le bec pour pas qu'elles se bouffent entre elles, elles ont tout est rationalisé, et tu vois, et ben moi je fais un peu la même comparaison avec les êtres humains, on devient de plus en plus des animaux domestiques, donc domestiqués notamment par ce qu'on appelle le système, ou plutôt l'hyperclasse en fait, parce que c'est bien plus facile de gérer un troupeau de gens complètement ahuris qui sont dans des presque ce que Nietzsche appelait des arrière-mondes en fait. Ils ont, comme tu l'as dit, ils ont leur Netflix, ils ont leur Uber. C'est le pacte faustien, c'est-à-dire il y a les humains d'élevage et les humains de la forêt que nous sommes, voilà. Les gitans comme j'ai envie de dire, parce qu'on est encore libre, on se lève quand on veut, on fait ce qu'on veut, enfin ce qu'on peut aussi, mais tu comprends. Et on est surtout, on essaye d'être nous-mêmes. On n'est pas rebelle pour être rebelle. On cherche pas à être rebelle, on cherche pas à être anticonformiste. Et donc, tu as des gens qui ont été entre guillemets domestiqués. Ils ont fait un choix de vie. Il n'y a pas de jugement de valeur, les amis. On est d'accord. On évoque juste. Et chacun fait un choix de vie et son choix se respecte. Donc, il y a une domestication qui a été faite, effectivement, parce qu'on a transformé des peuples en foule. C'est la première chose que fait un système quand il veut contrôler des gens, il les transforme en foule. Hein, il leur enlève toute unité à part la bêtise et l'excitation et les émotions. Il leur enlève toute rationalité. Et donc, c'est le pacte faustien. C'est très simple. Ça fait partie des grands trucs, des grandes structures. Plus tu vas avoir du confort, plus tu vas avoir de la facilité et plus tu vas perdre de ta liberté, c'est-à-dire de ton âme, de ton individualité. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas être dans la forêt cul nu en train de courir à l'heure que tu veux et en même temps avoir la chaleur, avoir la bouffe régulière, etc. Il faut faire un choix. Les gens ont fait un choix. Alors, dans une société moderne, moi je le comprends ce choix. Les gens, ils ont envie, ils bossent, ils ont envie de vivre confortablement, ils ont des enfants, ils ont une femme, etc. et tout. Voilà. Mais quand cette société est nocive et inconsciemment les a transformés en foule et voilà, la révolution industrielle, par exemple, les 30 glorieuses, ça partait d'une super bonne intention. Voilà, la société
de consommation vous a apporté les masses. C'est vous qui avez fait la révolution industrielle. Vous avez été la variable d'ajustement de cette révolution industrielle. Il y a eu des millions de morts, se rappeler en Europe, chez les pauvres, chez les paysans. Il y a eu tout un tas de drames et tout. Donc là, à partir des années 60, en plus, il y a une guerre terrible qui a marqué la France. Donc les gars, on va vous rendre heureux. Ils voulaient les rendre heureux parce que les gouvernements de l'époque se disaient si les Français sont heureux, s'il peut faire un crédit, acheter une voiture, s'il peut acheter un appartement, s'il peut aller en vacances, il me cassera pas les couilles et il votera pour moi. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est une réalité. Voilà, c'est vrai. Et puis plus tout le paquet d'emballage, parce que ça arrive aussi avec le plan Marshall. Voilà. Tu sais, voilà. le cinéma, la télévision, le marketing, la publicité, tout ça, ça arrive pendant les 30 Glorieuses. Et ça arrive doucement. Ça arrive doucement. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est ça où on est dans un monde postmoderne, c'est qu'aujourd'hui, on a la publicité, on a le marketing, on a le cinéma, on a Internet, mais on a même plus les machines à laver, on a même plus les voitures, on n'a plus les congés payés. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a plus que le papier d'emballage, quoi. On n'a plus que le signe. Nous n'avons plus que le signe. Voilà. C'est-à-dire, le truc, c'est que dans cette société hyper moderne, il est hors de question de revenir à un archaïsme. Bien sûr qu'il faut contrôler la technologie, mais il aurait fallu aussi, cette technologie en 30 ans nous a rendu divins, sauf qu'on est con comme des balais, donc ça donne la catastrophe qu'on a. Voilà, tu donnes des réseaux sociaux, ça donne du porno, ça donne du harcèlement, ça donne de la merde en général, etc., etc. Et le truc, il a été là, c'est-à-dire un contrôle d'une société sage, un contrôle des outils qu'on lui donne, pas péter plus haut que son cul, pas imaginer des trucs. Ces gens, encore une fois, c'est simple, le grand plan, c'est faire croire qu'il n'y a changé d'absolu. Faire croire que eux, qui sont dans un absolu, c'est des écrans. Ils vont, voilà. Jusque-là, nous sommes des entités dans l'univers. Nous appartenons à un monde, voilà, comme eux. Sauf que eux veulent qu'on appartienne à eux et eux, c'est des entités de l'univers. Voilà. L'IA, tout ça et tout. Ils veulent créer un grand corps social déshumanisé et c'est comme ça qu'ils nous emmènent en virtualisant, en numérisant d'abord, etc. Aujourd'hui, l'argent est dématérialisé, tout est dématérialisé. C'est ça la virtualisation. C'est plus que la numérisation. Et demain, avec l'IA et les pouvoirs du quantique, mais voilà, écoute, attends, je vais arrêter le partage, je vais vous montrer un truc qui commence. Les deepfakes, déjà, vous en avez entendu parler, mais là, on va aller plus loin. Alors attendez, excusez-moi. On est tout à fait dans le sujet avec les deepfakes, quoi. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'hyper-réalité puisque notre conscience peut douter de ce qu'elle voit. Est-ce que c'est du réel? Est-ce que c'est de l'imaginaire? Alors, une seconde, on a de plus en plus ChatGPT, tous les moteurs de recherche qui sont apparus, déjà, on montrait qu'on savait plus si c'était une machine ou un écrivain. Aujourd'hui, on a ça, une Real Engine. C'est un moteur de recherche qui te permet de simuler des mondes virtuels qui ressemblent au réel. Voilà. Le virtuel est suffisamment puissant technologiquement, il a les moyens aujourd'hui grâce à l'informatique et quantique, on le voit, de quasiment ressembler au réel. Il y a des films en numérique, des fois tu distingues pas. C'est ça l'hypervirtualité. Et ça vient avec quoi? Ça vient aussi avec la post-vérité, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas le beau, le simple, le vrai. Non. Eux, ils estiment que la vérité, aujourd'hui, la post-vérité, c'est un consensus de tous les gens qui vivent dans un champ précis. C'est-à-dire que demain, on te bourre le mou, on t'intoxique avec la propagande comme on fait depuis 30 ans, ça devient une vérité si on fait la moyenne de ce que pensent les gens. Voilà. Encore une fois, ils enlèvent l'absolu, il y a une vérité absolue. Tu tues des gens, si tu vas bombarder en Irak des gens alors que tu sais que tu as menti pour les avoir attaqués, t'es un menteur, t'es un salaud, t'es un meurtrier. Tu peux relativiser comme tu veux. Et encore une fois, c'est ils veulent enlever l'absolu, ensuite ils vont te mettre leur absolu. C'est ce qu'ils font avec les religions. Ils critiquent les religions, mais ils t'apportent une nouvelle religion. C'est encore ça. Tu vois, c'est insidieux, c'est diabolique, c'est satanique. J'arrive quelque part, j'apparais parce que tu as créé un truc et moi j'apparais, je suis un peu une maladie nosocomiale. Puis petit à petit, je m'impose, je me rends utile, puis petit à petit, je te bouffe et à la fin, il n'y a plus que moi. C'est toujours la même structuration. Tout à fait. Et le propre du diable, c'est il ne peut être qu'imitateur. C'est le singe de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que c'est diabolique. Tout est singé aujourd'hui. Parce que pareil, tu parles de guerre, mais avant la guerre, elle se faisait, tu avais 2 camps de chaque côté avec des fanions qui se mettaient sur la gueule sur un champ de bataille. Aujourd'hui, tu as des histoires de proxy, comment on pourrait dire,
D'écran. Voilà, de billard à 3 bandes, tu vois, tu vois ce que je veux dire, on est plus sur Aujourd'hui, la guerre, des opérations sous faux drapeau, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi du la, la, simulacre. la, la- la guerre, c'est le plus gros des simulacres parce qu'aujourd'hui déjà, peu sont exactement sur le théâtre d'opération. Un pilote de drone, il est très loin derrière. Et même ceux qui sont sur le théâtre des opérations, ils ne voient pas qui tue ou qui les tue. C'est tout virtuel. C'est des écrans, c'est des données. Les artilleurs vont faire des tirs en cloche, vont faire des tirs indirects. Ils verront jamais ce qu'ils toucheront. Voilà. Et tout se fait sur des écrans. Et on a un concept ultime qui est en train de se faire depuis des années, c'est le warfare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le théâtre d'opération, le champ de bataille, en fait, les belligérants deviennent des capteurs, deviennent des objets. Les objets deviennent intelligents, donc les drones, les fusions de données, l'IA forte, etc. Donc arrivent à la même hauteur. On a interpénétration entre des humains qui deviennent des capteurs et des objets qui deviennent intelligents pour former un truc au milieu qui va donner des données. Et la guerre, c'est une histoire de données. C'est-à-dire que le warfare, si tu as toutes les données sur un temps de bataille et qu'elles arrivent suffisamment vite et que tu peux communiquer avec tout le monde, tu peux prendre de l'avance sur ton ennemi qui, lui, le temps qu'il comprenne qu'il y a un trou là, il y a un trou là, etc. C'est ce qui fait gagner la guerre. C'est ce qui permet Kursk, grâce à l'ISR américain, tu sais où il y a des trous Oui, et tu sais à quel moment ça se fait. Mais il n'y a pas plus virtuel que la guerre aujourd'hui. tout à fait, tout à fait. Alors que la mort est réelle. La mort est réelle, par contre. Voilà, Bien sûr, bien sûr, la mort est réelle. Et ça m'a fait rigoler parce que tu as parlé aussi de théâtre des opérations. Tu sais, parce que tout est dans les mots aussi, si on les écoute. Et si tu veux, je vais te lire un petit truc que j'avais écrit dans mes aphorismes et pensées avec Ralph. Alors juste, je te lis ça. Notre époque ressemble à s'y méprendre à une vaste pièce de spectacle de mauvais goût. Ne parle-t-on pas, dans le jargon médiateux, des acteurs sociaux, du grand public, du jeu politique, des coulisses du pouvoir, de scènes internationales, de théâtre des opérations, de décors urbains, de rôles stratégiques ou encore de scénarios économiques. Et je mets après, sachant bien sûr qu'ici les loges sont maçonniques, les souffleurs sont les journalopes, les metteurs en scène sont les politicards, les producteurs scénaristes sont les banksters et le propriétaire de la salle est Satan. Voilà. Excellent. Non, mais c'est excellent, tu as tout dit. Les mots veulent dire beaucoup, ils trahissent inconsciemment un inconscient, et on parle de théâtre des opérations. On est dans le vocabulaire du théâtre et du cinéma. On est dans le simulacre. On est dans le simulacre. Le jeu politique, les effets de manche des avocats, on est dans le simulacre. Même nous, je veux dire, socialement, on paraît plus qu'on est. Enfin, parce que des fois, on peut pas être aussi. Je veux dire, voilà, t'es obligé de paraître. Et on est exactement dans ça. C'est-à-dire que c'est ça qui me tue. C'est que le mec en 81, il a des petits éléments, mais le gars, il a pas fait une projection, il a fait une analyse qui est tombée pile. Et il fallait la faire. Parce que, encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait la télé, les grandes stars, les magazines, les radios. C'était ça l'illusion. Donc tu vivais l'illusion en habitant dans une capitale, dans un quartier chic, tu avais une vie de bohème, ça c'était l'illusion, t'es plus dans le réel. Mais les gens étaient encore bien connectés au réel. Et le gars, il a pu voir à travers, il y avait des prémices, à travers la société américaine notamment, hein, et puis la société européenne. Il a pu voir aujourd'hui les réseaux sociaux où vous avez, à l'heure où je vous parle, vous avez des gens, la réalité, ils sortent pas de chez eux, ils vivent à travers leur écran. Moi, j'allais souvent aussi parce que il y a un truc qui m'ennuie, c'est que les gens parlent du métaverse. Mais moi, je leur conseille déjà de s'intéresser véritablement au sujet parce que ils parleraient pas d'Elon Musk, tout ça, de métaverse. Ils parleraient de Second Life. Second Life qui existe depuis 2006, qui est un monde virtuel dans lequel il m'arrive d'y aller, où tu croises des gens. Et là, tu vois, c'est ce monde Second Life qui m'a fait prendre conscience un petit peu de la matrice, de l'illusion, de qu'est-ce qu'une sim, qu'est-ce qu'un avatar, etc., etc. Une simulation comme Second Life, j'ai mon avatar, je vis des aventures, je côtoie des gens, etc. Mais finalement, ça se résume à de l'énergie avec des signes. Les infos, c'est des signes. Oui, c'est vrai. Et le gars, il a vu jusque-là, quoi. Mais le problème, c'est que j'en reviens à mon histoire de domestication. Tu sais, moi, j'adore la fable de La Fontaine du chien et du loup, quoi. Et tout ça, ce virtuel, c'est aussi le collier, entre guillemets, de nos maîtres, aussi. Où moi, un coup, j'avais donné l'image, tu sais, du hamster dans sa cage, et tu sais, on lui met une roue
pour qu'il ait l'illusion de courir dans un champ, tu vois ce que je veux dire. Et donc, le spectacle, toute la simulation de notre époque, elle est faite par nos geôliers, on va dire, pour qu'on reste à notre place et qu'on ait notre avoine. En fait, tout ça, en fait, c'est de la cybernétique, mais de plus en plus affinée, quoi. Et dans cette cybernétique de plus en plus affinée, chaque individu, pris individuellement, devient un espèce de rouage de plus en plus infime d'une machine qui le dépasse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'il appelle un système. Voilà, tout à fait. Voilà. Et le propre du système, est-ce que tu connais la série Le Prisonnier? Oui, j'adore. Je connais pas beaucoup de séries, mais excellente série. Elle a 17 épisodes, une saison avec Patrick McGowan à la première, parce que bon, là, ils ont voulu refaire pareil, donc j'ai pas compris. Et donc la première, elle est excellente avec son jeu bidon, tout ça et tout, mais à la fin, parce que tout le but, c'est de comprendre qui est numéro 1, qui dirige tout ça. Le village représente notre société. Lui, il veut faire autre chose. Il est hors norme. On veut comprendre pourquoi, etc. Bref, je dis ça pour ceux qui connaissent pas cette série. Et à la fin, donc, il réussit quand même à se libérer, à remonter, à arriver devant le numéro 1. Et il s'aperçoit que le numéro 1, d'abord, c'est un singe. Et ensuite, c'est toute une série d'images. Et ensuite, il voit son visage. Ce que je veux dire par là, c'est que cette hyper-virtualité, ce monde, ces geôliers, on leur a donné les clés. On leur a donné, nous, en tant que groupe, en tant que foule, et individuellement, beaucoup de gens leur ont donné les clés de la prison. Un système, c'est quand les prisonniers sont aussi les geôliers, sont les juges, sont les critiques, et malheureusement, voilà, ces gens n'ont pas pu, ils sont pas avancés de force. La plupart de leurs plans, tu vois, ils cachent rien ces gens. Quand tu écoutes Elon Musk, d'ailleurs, le singe qui est le numéro 1, c'est le singe de Dieu. Hein. Voilà, il imite Dieu et ensuite il te montre toute la population et c'est la société qui a fait ce monde globalement, pas individuellement. Encore une fois, vous n'êtes pas responsable individuellement si vous avez fait les bons trucs, mais globalement, on a tous contribué à ça et c'est en cela que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est comme les marchés financiers. Va attaquer quelqu'un nous participons tous au marché financier et c'est ces marchés qui nous emprisonnent. Nous avons créé des égrégores où nous avons accepté des démons, nous leur avons donné les clés inconsciemment, par confort, par compromission, par tout un tas de choses. Et aujourd'hui, nous constatons l'ère du faux, du post machin. Dès qu'on vous dit post quelque chose, méfiez-vous. Hein. Si je vous dis post live, il y aura pas de post live. Je veux dire, post vérité, c'est en fait la post vérité, c'est la moyenne de toutes les vérités de la population. Mais bien évidemment, on l'aura endoctriné avant, on l'aura travaillé avant. Donc finalement, c'est nous qui allons décider de la vérité. La réalité, c'est devenu notre réalité qu'on va imposer. Et il restera un petit peu le désert du réel. Et tout sera ainsi, c'est-à-dire on va enlever les références morales, on va imposer notre nouvelle morale. Et tout est ainsi. Et puis on va décider finalement de faire les humains, puisqu'on maîtrise la génétique, on va créer des humains dociles, des humains ceci, cela. Et c'est comme ça que ces gens, des démons, entre guillemets, veulent devenir et essayent de devenir Dieu. Bon, ça ira pas loin, mais... Non, c'est vrai. Et puis j'allais dire, parce que moi, c'est un peu un stéréotype, mais c'est 2 livres, c'est 1984 et Le meilleur des mondes, moi qui m'ont fait changer de regard sur le monde. À cette époque-là, je sais pas, j'étais au lycée. Et finalement, tu fais un mix des 2 livres, t'as le programme, hein, en gros. Hein. Il y a le programme. Il y a ce concept aussi de servitude volontaire, en fait. C'est-à-dire, et d'ailleurs que Baudrillard en parle beaucoup, c'est Kluskar qui parle le plus de ce qui est du concept de séduction, en fait. La séduction. Mais on peut encore faire des analogies bibliques et théologiques. C'est qui le séducteur dans la Bible? On en revient toujours au diable, au final. Et c'est pour ça que, les amis, si vous m'entendez parler de diable, Satan, tout ça, si vous êtes laïque, si vous y croyez pas, mettez d'autres noms. Laïciser, c'est des forces, c'est des influences, c'est des personnifications, voyez-le comme vous voulez. Moi, je vois des mécanismes, je vois des signatures que je retrouve automatiquement. Et celle-là, on la retrouve. Lorsqu'on lit à droite, à gauche, lorsqu'on regarde le forum de Davos, lorsqu'on lit Hariri, lorsqu'on lit des revues techniques, ces gens annoncent le programme. Donc, encore une fois, ceux qui nous traitent de complotistes, nous n'inventons pas le programme, on le sort pas de notre cul. On lit leur vision,
futuristes de la société vers laquelle ils veulent nous emmener. Ils sont puissants, c'est eux qui dirigent. Donc on se pose la question, et puis à savoir, est-ce que c'est là où on veut nous emmener, hein, parce qu'on voit bien que les politiciens aujourd'hui ne dirigent plus le monde, que c'est plutôt des gens puissants qui sont derrière. Donc on a un droit de se poser des questions. Effectivement, ce que nous voyons, c'est un cauchemar technologique où nous perdons notre âme. On devient des cellules d'un autre tout qui lui-même sera individu du monde. Alors qu'on était individu du monde, on était relié directement avec le soleil, on était relié directement avec qui on veut, avec Dieu, si vous voulez l'appeler Dieu, avec la pensée quantique, avec l'esprit, le processeur. Et là, on va devenir un élément de quelqu'un qui sera relié à lui. Et c'est ça la perte d'âme. Tout à fait, tout à fait. Et ben, ce que tu dis, ça me rappelle parce que pareil, il a écrit énormément de livres, Attali, qui au début des années 90 parlait déjà de transhumanisme, dans un de ses livres que j'ai là en poche, qui s'appelle Ligne d'horizon. Et dedans, il y a une phrase qui m'a, tu vois, que je connais par cœur, tellement elle est violente. Il dit, en parlant justement de la réalité augmentée, de l'homme augmenté et tout ça, Attali, il dit, devenu prothèse de lui-même, l'homme se produira comme une marchandise. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que, parce que moi, je suis quelqu'un de assez technophobe, et la technologie, moi, je le vois comme une espèce de prothèse. C'est-à-dire que plus on va augmenter la technologie, plus l'intériorité humaine et la valeur humaine va baisser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est exactement ça. Et le transhumanisme, le vrai transhumanisme, par exemple, pour moi, par exemple, les lunettes, c'est déjà du transhumanisme. Tu vois ce que je veux dire? Dans la nature, donc oui. Ça, c'est une prothèse qui peut avoir des bons effets. D'ailleurs, le transhumanisme, on va nous le vendre pour rendre la vue aux aveugles. C'est ça. Tout ça. Alors, ça sera que du contrôle social. Justement, Pierre-Yves, est-ce qu'on peut nuancer? Justement, est-ce qu'on peut nuancer? Parce que tu as raison. À partir de quand démarre le transhumanisme? Et moi, je pense que comme on vit dans un monde en continu, pas un monde discret, donc il n'y a pas un moment où ça a démarré, c'est qu'à un moment donné, à force de glissement, on devient transhumaniste. Alors, les lunettes, oui, on peut le voir comme ça. Sauf que les lunettes, tu peux les enlever. C'est un outil qui t'est utile. Il va falloir rentrer une autre variable. Est-ce que ça m'est utile ou pas? Est-ce que ça me permet de lire des livres et de me rendre plus intelligent, ou est-ce que ça me sert à rien ou pas? Donc, à partir de quand? Tu vois, derrière le transhumanisme, il y a l'idée de corrompre l'être humain originel, il y a l'idée de créer aussi d'autres êtres humains. Pour l'instant, ils peuvent pas le faire génétiquement, comme leur référence mythologique, les Anunnaki. Donc, on va créer différentes classes d'humains jusqu'à, il y aura tout un dégradé jusqu'au cyborg, aux androïdes. Le cyborg sera un mi-humain, mi-machine. Et ça sera contrôlé par une IA, ça sera contrôlé parce qu'il y aura des puces, voilà. Ça, c'est leur kiff. Donc, encore une fois, créer des humanités, être Dieu et corrompre. En gros, c'est simple. 2 étapes. Chier sur l'œuvre de Dieu et ensuite la singer et dire que c'est toi qui as inventé. C'est exactement ça. Pour l'homme, pour tout le reste. Et moi, j'avais écrit un petit article qui s'appelait le paradis parodique. Et en fait, notre époque, en fait, c'est une singerie du paradis terrestre ou de l'âge d'or. Tu vois, la surconsommation, les supermarchés, c'est une singerie, tu sais, de l'éternel printemps avec des récoltes, tu sais, de l'âge d'or des Grecs. Et le transhumanisme, en fait, c'est l'homme primordial, en fait. C'est la singerie de l'homme primordial, en fait. Et qui, pour moi, va créer l'homme terminal. Et jusqu'où ça va aller? Ça va aller jusqu'au robot, en fait. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, post-humanité, en fait, ça veut dire qu'il n'y a plus d'humanité, en fait. C'est fini, quoi, en gros. C'est excellent. Tu sais, ces gens, pardon, je te redonne la parole, mais c'est super important ce que tu dis, ces gens, leur maître à penser derrière, il s'appelle Saturne. Le cube noir, Saturne, bref. Et il doit venir pour une récolte. Et il vient à la fin pour amener un âge d'or pour ceux qui ont cru en lui. Et ces gens, donc, veulent se mettre à la place de Dieu, de la tradition primordiale et de l'âge d'or qui pourrait être assimilé à l'âge des cueilleurs-chasseurs. Et aujourd'hui, ils veulent faire la même chose en disant que c'est eux qui ont inventé le truc. Donc, les supermarchés, tu fais quoi? T'as un cueilleur-chasseur qui te balade dans une forêt commerciale et tu vas aller chercher. Voilà. C'est ce qu'ils veulent proposer à la fin, un faux âge d'or. Et encore une fois, ils veulent singer
ce qu'il y a au début et ils veulent être Dieu à la place de Dieu en Saint Jean. Sauf que, et ça, tu le retrouves chez qui? Chez les gnostiques, chez les valentiniens. C'est-à-dire qu'ils t'expliquent que quel que soit ce qu'a entrevu Yao, Yadalbot de la lumière primordiale, il va demander à ses archontes de le refaire, mais ils savent pas le refaire. L'homme, par exemple, ils s'y mettent à plusieurs fois pour le refaire. Ils font des hommes qui sont stériles, ils font des trucs, ils y arrivent pas, les archontes. C'est normal, ils sont déjà dans la cime, les mecs, et ils veulent créer quelque chose dans la cime, c'est pas eux. Et c'est quand Sophia instille l'étincelle divine, à savoir le savoir et la raison. Enfin, il y avait déjà l'esprit, mais elle installe l'information qui permet à l'esprit d'exister, que l'homme devient homme et a sa part divine. Ben, on retrouve ça aussi. Eux, ils font l'inverse. Ils veulent corrompre, ils veulent imiter, Voilà. ils veulent faire. Voilà. Si Même, demain, on peut parler aussi des histoires de transgenre, parce que maintenant tout est post-trans, pseudo quelque chose, quoi. Tu vois un ce que je veux dire? simulacre, on parlait de simulacre tout à l'heure, le transgenrisme, oui, quelque part, c'en est un, ouais. Ouais, et c'est un simulacre de l'androgyne primordiale, au final. Tu vois ce que je veux dire? Parfaitement. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde où les réalités spirituelles sont comprises que d'un point de vue littéraliste. Tu sais, c'est Saint Paul qui disait quand l'esprit s'est en allé, ne reste plus que la lettre morte, tu vois. Et ben, on est dans un monde de lettres mortes, en fait, où l'esprit s'est en allé, en fait, de tout. Et donc, on est de plus en plus, je sais pas comment dire, l'être humain, il est de plus en plus médiocre et de plus en plus grossier, en fait. Fainéant intellectuellement. Aussi, oui, parce qu'on peut y aller sur. Ouais, fainéant. Il est feignant intellectuellement, mais tu vois, plus. Parce que tu vois, c'est la vie sur Terre, moi je la conçois comme un élastique ou comme un retour de boomerang. À ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. On n'a jamais eu autant accès au savoir via Internet. Tu vois, en 2 secondes, tu peux te renseigner sur n'importe quoi, n'importe quel événement historique. Tu peux faire des recherches. On n'a jamais eu autant de. Et pourtant, quand tu regardes les chiffres, eh ben en fait, tu regardes les chiffres du porno, tu regardes les chiffres des paris en ligne. En fait, voilà, c'est toujours des vieux ressorts bien grossiers, en fait, qui animent les hommes, en fait. C'est-à-dire que la technologie, et c'est comme quand on parlait des lunettes, avec la technologie, tu peux faire des super trucs, tu peux faire des choses exceptionnelles, mais au final, vu que l'être humain n'a pas changé et est toujours entre guillemets aussi con, ça va être pour se faire la guerre, pour contrôler ses ennemis, pour faire son malin. Tu vois ce que je veux dire? C'est parfaitement. Mais là, on est sur un autre stade. Alors, Pierre-Yves, ouais, ce stade influe sur le collectif dont on parle tout à l'heure avec Baudrillard. On parle de l'humain avec un H. Là, on est, par exemple, avec Internet. Je vais rester sur cet exemple. On est dans l'individu, dans les choix individuels des gens qui font justement le monde dont on parle, la globalité. Et effectivement, on est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas ce que nous disons, nous sommes ce que nous faisons. Voilà, c'est tout. Encore une fois, je vais reprendre Goethe. Au commencement était l'action. Après, t'en parles. Tu peux la penser avant, tu peux l'imaginer avant, tu peux mais voilà. Et le truc, c'est qu'Internet, moi, Internet m'a permis d'accéder à tout le savoir. Depuis petit, je rêvais d'un truc comme ça. On l'appelait le grand livre des castors juniors, où il y avait tout dedans. pareil. Et voilà. Et donc, grâce à Internet, je me suis instruit, j'ai évolué. J'ai fait plein d'autres trucs. Je me suis diverti, j'ai vu des films, j'ai vu des trucs, mais j'ai utilisé cet outil pour mieux m'épanouir intellectuellement, etc. Je suis beaucoup mieux maintenant. Chacun en a fait ce qu'il a voulu. Malheureusement, Internet, c'est 90% de porno, de jeux, de harcèlement, de saloperie. Oui. Ça, c'est les individus corrompus par une société qui sont devenus comme ça, qui à travers ça corrompent cette société. Tu vois, il y a une relation. L'individu fait la société fait l'individu. On est dans un cercle vicieux. Le gars aujourd'hui voit une société pourrave. Il n'y a pas que ça, mais chacun la voit avec son œil. Il voit une société pourrave et la société pourrave, c'est l'ensemble des gens comme lui qui la voient pourrave. Tu comprends le cercle vicieux? Tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et par contre, comme tu l'as dit, en fait, c'est un peu comme l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le système qui veut nous rendre cons, ou est-ce parce qu'on est con que le système et que les gens de toute façon préfèrent dépenser leur thune dans du porno ou des jeux d'argent, que le système leur donne du porno et des jeux d'argent? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on revient à confort et fort. Voilà, confort et fort. La recherche, elle est pas dans tout effort ou tout confort, elle est dans l'équilibre. Moi, j'essaye d'équilibrer entre l'intellectuel et le physique. Je m'entretiens, ça me permet de faire des promenades de 18 bornes tranquillement, etc., etc. Et en même temps, je lis des bouquins. Il faut être au milieu. Si
pourquoi je parle de confort-effort? Les gens, ils sont pas débiles. Les gens en France, les gens, ils ont un cerveau normal. Quand ils se mettent à réfléchir, ils sont loin d'être cons. Moi, quand je travaillais, j'étais avec des gens qui étaient intelligents. Voilà, bon, bref. Oui, Après, bien sûr. la culture générale, c'est autre chose. Mais les gens sont dans un certain confort, donc un confort intellectuel. Et puis, il y a aussi la vie qu'on leur propose. Ce système fait tout pour les fatiguer. Du matin jusqu'au soir, on leur prend leur énergie. Moi, je te promets que quand je faisais de la plonge ou quand je faisais des trucs, quand je rentrais le soir, bon, je me forçais à faire des lives, mais après, je lisais pas un livre. Je regardais un truc complètement débile sur YouTube. Parce que voilà. Et donc, il y a aussi beaucoup de causes qui agissent et qui font que l'homme devient fainéant intellectuellement. Et c'est rassurant parce qu'il peut redevenir intelligent, il peut se réapproprier le réel. C'est ce que dit Baudrillard. Il faut juste rendre le réel plus attrayant. Le jour où sortir dehors, aller vers les gens, connaître des gens, discuter, ça sera beaucoup mieux que maintenant. Ça sera moins angoissant, mais les gens abandonneront d'eux-mêmes les réseaux sociaux, tout ça. C'est ça la solution en vrai. Plus d'humanité dehors. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, c'est pour ça, moi, quand je parle souvent de relations hommes-femmes, mais notamment, tu vois, pour donner quelques conseils aux petits jeunes, en fait, tu vois ce que je veux dire, du peu que j'en ai compris. Mais à un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est comme ça pour tout dans la vie. C'est aussi en faisant des erreurs que tu progresses, mais si tu ne fais rien dans la vie réelle, de toute manière, tu vas rester dans tes illusions, rester dans le simulacre, en fait, justement, à un moment donné. Tu vois, un coup, j'avais dit, tu vois, on parlait justement du spectacle, tu sais, du sport spectacle. Ben, il y a plein de gars, au lieu de rester comme des cons devant le match de foot, maintenant il y a un match de foot un jour sur deux, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais il y a des matchs un jour sur deux, t'as des matchs et tout. Ben, au lieu de faire ça, ne serait-ce que va t'inscrire dans le petit club de foot du coin. Tu vas alors la même passion que toi, tu vas rencontrer des footeux. Tu vois ce que je veux dire? Ce manque de, il y a beaucoup de jeunes, ils sont pas cons, je le sais. Je le sais, je m'en rendrai compte. Mais ils ont un putain de manque de curiosité intellectuelle qui m'énerve. Et pourquoi? Parce qu'ils sont dans un environnement aussi qui les prédispose pas. Moi, depuis petit, je dis, j'adore le savoir, j'adore ça, j'en bouffe l'information, j'adore ça, les livres, j'adore tout ce qui est info. Petit, tu sais quoi, à table, on lisait tous des bouquins. Ma mère nous les enlevait, on lisait les pots de confiture tellement on était, voilà. Mais t'as des gens, il faut susciter des vocations. C'est comme le sport. Moi, j'ai joué au tennis quand j'ai vu Roland Garros 82, on s'est mis au tennis. Il faut qu'il y ait des gens. La société, est-ce qu'elle permet, et même aux adultes, est-ce qu'il y a des gens qui suscitent ces vocations aujourd'hui? Pour beaucoup de gens, lire un livre, c'est perdre son temps. Et il n'a pas le temps, le pauvre. C'est pas qu'il est con, c'est qu'il, voilà. Et si on peut redonner, c'est ça aussi, redonner des valeurs, réhumaniser, apporter autre chose que des valeurs commerciales, faire que le signe qui est devenu le squelette de l'objet, eh ben, il se redensifie en chair et il redevienne l'objet. Et pour ça, il faut redonner le goût aux gens, lentement, ne pas les culpabiliser, ne pas parler de QI, de ceci, cela, parce que c'est faux. L'analyse, elle est simple. Ils sont crevés, on les pousse vers quelque chose. Si on les pousse mieux, ben, ils iront, hein. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un petit peu plus pessimiste. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi si on parle à des individus. Individuellement, je pense même c'est parce que ce qu'on fait, on peut éveiller certaines personnes à certains sujets, peut-être les faire prendre conscience justement de tous nos biais cognitifs, de tous nos petits asservissements du quotidien. Par contre, je pense que la masse humaine, la foule, elle ira toujours vers le plus simple, le plus médiocre, le plus bête. Et à ce moment-là, il faut éviter la foule. Bestiaux, quoi, on va dire. À ce moment-là, il faut éviter on le sait, donc tu connais le mécanisme, donc tu sais où il faut bloquer. Alors il y a quelqu'un qui dit les gens sont pas tous comme moi, mais j'ai pas dit qu'ils étaient comme moi. Je dis juste que les gens, il faut les amener à plus réfléchir et autres, et pour ça, il faut leur proposer des choses. J'ai pas dit qu'ils étaient comme moi, les gens. Je dis juste qu'ils sont pas cons, les gens. Résumer les gens à des cons, des gens bêtes. Les gens, ils sont intelligents, pris individuellement. Je vois plus de gens intelligents et de gens normaux que de cons. Donc, pourquoi ils y vont pas? Parce qu'ils ont pas le temps ou parce qu'on leur donne pas envie. Aujourd'hui, lire des bouquins, ils s'en foutent. Il y a un siècle, être écrivain ou écrire, c'était super génial. Aujourd'hui, il vaut mieux être vidéaste. Voilà ce que nous disons, hein. Mais c'est vrai. Ben, résumer à les gens sont des moutons, les gens sont cons, comme on l'a tous fait d'ailleurs, non, c'est stupide. Parce que les foules sont bêtes. Mais là encore, les masses humaines sont bêtes, mais pris là individuellement, chaque personne a une qualité. De toute façon, c'est qualité-quantité au niveau philosophique. Et la qualité, ça suppose la différenciation.
des choses qui diffèrent entre elles et qui, tu vois, comme, je sais pas, le corps humain, il est différencié. Il y a le cœur, le cerveau, les membres, tu vois ce que je veux dire? Et Merci, merci la, Hurlalune. Hein. Pardon, et la, excuse-moi. et la quantité suppose l'indifférenciation. La quantité, c'est du pétrole, je sais pas, de la purée, de la bouillie, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Et ouais, ouais. donc, là, l'individu est concassé dans une quantité, en fait. Et c'est ça que j'appelle la foule ou les masses humaines, quoi. Et donc, et là, du coup, C'est ça. c'est presque comme une pâte à modeler, en fait, une foule, en fait. Et là, t'en fais ce que t'en veux. C'est pour ça qu'il faut pas, il faut pas la traiter. Regarde, c'est pour ça, pardon. C'est pour ça que, et merci Hurlune, ça m'a permis de rebondir sur quelque chose. C'est pour ça qu'il faut pas la traiter en foule. Il faut prendre les gens individuellement. Et il y a un truc aussi qui est important. Il faut les respecter, en fait. Parce que faut pas arriver avec un ton professoral. Des fois, on peut, même moi, je l'ai fait. Et tu te loupes. Il faut les respecter parce qu'ils ont aussi leur bagage, leur truc à t'apporter. Il faut les respecter. Il faut leur donner envie et que toi-même t'aies envie. C'est une histoire de respect. Changer les mentalités en bien, c'est le faire accompagner les gens. Et encore une fois, voilà. Et le respect, ça commence par ne pas considérer, voilà, faire de la nuance comme nous le faisons aujourd'hui, à savoir, il y a la foule, il y a un peuple, c'est-à-dire une foule qui a été conscientisée, qui est rationnelle, qui est citoyenne. Il y a les gens, et les gens avec leur diversité haute, en tout cas, ils reflètent plus de l'intelligence dans ce pays, en tout cas. Et j'en arrive au virtuel. C'est pas une pique, hein, mais il y a beaucoup de gens qui font des lives comme moi. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de la société, mais quand j'ai envie de lui dire, mais tu vois combien de gens dans la journée? Tu as fait quoi aujourd'hui? Parce que c'est ça aussi. Moi, j'ai travaillé là 1 an et puis je reste connecté à la société quand même un petit peu. Quand je parle des gens, c'est parce que je les côtoie. Je leur parle. C'est pas je Oh, les ai vus dans la rue. C'est je leur parle. Il y a des interactions. J'en connais. J'ai des appels, j'ai des trucs. Ouais, il y a une vie et je les vois. Et on parle pas que de boulot, machin. Et donc ça m'a permis. Voilà, j'ai travaillé 1 an dans des lycées et autres en tant qu'agent. J'ai vu des gens intelligents, des gens qui avaient des préoccupations, des gens qui étaient plaisants en fait. Et ça me permet de juger la société que je connais. Alors ça reste toujours mon monde autour de moi. Certes, ça reste toujours Marseille, la Provence, comme j'ai pu aller à Tarbes, comme j'ai pu aller à Lourdes, comme je vais à Grenoble, etc. Mais j'ai une vue que j'essaye d'enrichir en allant dans le réel. Ce que je veux dire par là, c'est que si on parle de la société en virtuel, c'est comme la théorie et la pratique, il faut faire les deux. Eh ben, il faut aller dans le réel. Nous prétendons, et c'est valable pour moi, analyse de la société française, et nous prétendons faire de la géopolitique. On peut pas voyager partout, mais il faut aller dans le réel. Il faut rester connecté au réel pour pouvoir prétendre en parler un petit peu et donner son opinion. oh, oui, tout à fait. Non, moi, je suis 100% d'accord. Moi aussi, de toute façon, on a un peu la même sociologie, mais moi aussi. Ouais. Sauf que moi, je suis quand même un peu agoraphobe. Je suis un peu technophobe, un peu agoraphobe. Donc, j'ai pas choisi mon époque mais du coup, je me mets dans des conditions. Tu vois, maintenant, ça fait longtemps que je suis à la campagne et pareil. D'habiter à la campagne, pour moi, ça m'a fait relativiser sur. Bah, tu vois, par exemple, quand on parle de wokisme. Moi, en 7 ans à la campagne, j'ai pas vu une fille à cheveux bleus complètement débile qui dit qu'elle est une sirène ou un raton laveur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des Parce trucs. que l'environnement ne la crée pas. Voilà. Voilà. Et en gros, moi, c'est rigolo parce que, mais autant, tu vois, je suis en communication virtuelle, mais via ma chaîne et tout ça, j'ai rencontré des gens exceptionnels, même des amis, hein, même des amis. Je sais pas comment nous on peut être amis, tu vois ce que je veux dire? On s'est jamais croisés dans le réel, mais donc j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Mais dans la réalité, finalement, alors que moi, vu que je suis quelqu'un qui me prend énormément la tête ou quoi, j'aime beaucoup les gens terre à terre, en fait. Ouais. Ça me sort de mon espèce d'idéalisme, tu vois ce que je veux dire Pareil. Les gens terre à terre, les gens du réel, voilà, parce qu'ils te ramènent au réel aussi, c'est bien. Moi, je suis comme toi. Hein. C'est voilà, les gens pragmatiques, les gens, les vrais gens, voilà, les gens que tu vois au marché, les gens que tu vois quand tu bosses, les gens que tu vois dans le bus, les gens de 6 heures du matin, les gens de 8 heures du matin, les vrais gens. Ouais, voilà. Ben, moi, je sais pas, mon voisin, par exemple, on se voit, on va boire un coup ensemble ou quoi, une fois par semaine, une fois ou deux par semaine. Et lui, c'est un gars, il a aucune culture générale. Par contre, lui, il peut démonter une voiture, il connaît les moteurs. Tu sais, c'est un bricoleur incroyable, quoi. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Moi, Mais il a une culture.
cherches toujours dans l'autre aussi ce que tu n'as pas, tu vois. Et moi, c'est même pas que je l'envie, c'est que je l'admire pour son côté. Tu as une fuite dans ton moteur, il va trouver un système D, un quart d'heure après, tu démarres, hein, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix dans la vie. Ces gars, ils ont une culture, et en plus, ils sont intelligents, notamment lui, parce que c'est des types qui font marcher leur intelligence et ils le savent pas. Mais ils ont une culture, sauf qu'elle n'est pas comme la nôtre, plus académique, plus livresque, mais il a une culture mécanique. Moi, tu vois, j'ai jamais vu autant de gens intelligents que lorsque je combattais. Que ce soit la boxe, le MMA, le pied-point, voilà, c'est des gens qui n'ont pas une grosse culture générale. On est d'accord, mais bon, ils ont pas le temps. Puis, par contre, parce qu'il faut être intelligent, c'est-à-dire gérer des paramètres dans un temps donné, etc., etc. Et donc, distinguer les deux. Et ça fait du bien d'avoir affaire aussi à ça, plutôt que des perroquets savants. Parce que on a beaucoup de perroquets savants, par contre, hein. Des gens bêtes, qui ont une fausse culture, que tu démontes. Tu vois, moi, je m'aperçois que sur Internet, on parle beaucoup il y a des gens qui parlent de livres qu'ils ont jamais lus, par exemple. Mais vraiment, en fait, le livre dit tout le contraire de ce qu'il me raconte, le mec. Bien sûr. Tout à fait. Je m'en rappelle, moi, pour donner un exemple, c'est comment il s'appelle, Zemmour et Onfray, qui parlaient de Spengler, le livre Le déclin de l'Occident. Et en fait, ils croyaient que c'était une critique du monde moderne, en fait, le livre de Spengler, alors que ça parle pas du tout de ça, en fait. Ça parle d'histoire, ça parle de musique, ça parle d'arithmétique. Tu vois, c'est juste que le titre est mal choisi. Par contre, j'ai vu qu'ils l'avaient pas, ils ont juste lu le titre et ils croyaient que c'était un livre, tu sais, qui critiquait le monde moderne. Mais non, en fait, pas du tout. C'est quand tu lis le livre, ça te parle pas de ça. Et c'est ça la virtualité, c'est-à-dire que, et on le voit aussi pour ces gens qui te commentent un article et qui l'ont pas lu. Et il y en a de plus en plus. C'est ça la virtualité aussi. On se dégage de l'objet, du corps de l'objet, et on ne garde que le titre, que le signe, que la marque. Et on interagit par rapport à ça. Et on a oublié l'absolu, c'est-à-dire que tu n'as pas lu le livre. Il a pas dit ça, le mec. Ouais, voilà. Toi, tu l'as, j'en suis sûr que tu l'as, parce que tu as 3 fois plus d'abonnés que moi. Mais des fois, des commentaires, tu te dis, mais attends, mais débouche-toi les oreilles, j'ai dit strictement l'inverse. Enfin, tu vois, tu peux reprendre l'extrait, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est parce que ça part d'une fausse logique souvent. Un coup, il y a un commentateur, il commence sa phrase par « Toi qui appelles à voter Zemmour ». Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis contre le vote, je suis contre la démocratie, et Zemmour, je le déteste. Donc, tu vois, pourquoi tu dis ça? Où est-ce que tu as entendu que je disais ça, quoi? Le gars, il est parti d'un a priori. Il a eu un cliché. À partir de là, tout son rationnel s'est coupé, ça a bugué. Et à partir de là, il a vu que ça. Et il est de bonne foi. Ouais, ça arrive souvent. Et ça se fait dans la tête des gens. Voilà. Ça arrive souvent. C'est ça. Ça fait peur, hein, un peu quand même. Parce que tu vois. C'est après, bon, moi j'en ai plus, mais j'en ai eu, mais après, bon, non, après tu discutes, parce que le gars, tu lui expliques, tu dis, moi, ceci, cela, et puis tu lui expliques, parce que des fois aussi, par exemple, pour moi, je m'aperçois qu'une fois sur deux, c'est moi aussi, je suis pas clair quand je m'exprime, je finis pas mes phrases, tout ça, donc ça peut-être, voilà. Donc après, d'où l'intérêt de reformuler avec les gens et de lui dire, top, m'attaque pas, voilà, t'es pas d'accord sur un truc, explique-moi, il est où ton problème, on va en parler tranquillement. Alors, je t'écoute, voilà comment je te réponds, tranquillement et tout. Et souvent, ça se passe bien après. Tu lèves le malentendu. C'est des interactions qui, en plus, ne se passeraient pas dans la réalité. Dans la réalité, ces gens-là, ils seraient tout polis, on pourrait tout à fait discuter autour d'un verre, autour d'un café. Voilà. Le fait de toujours cette virtualité qui fait que les gens, en fait, mais de toute façon, ils pètent des câbles. Ils sont eux-mêmes différents. Les réseaux sociaux, c'est des machines. Tu sais, je ne sais pas si tu connais les travaux de René Girard sur la rivalité mimétique. Les réseaux sociaux, c'est des machines à rivalité mimétique. Tu vois. C'est ça. Mais avec le monde virtuel, les gens, et là encore une fois, c'est paradoxal, ils sont devenus simulacres dans la vraie vie, ils paraissent, ils tentent d'imiter ce qu'ils voient pour mieux paraître. Et par contre, ils sont vrais derrière un clavier, c'est-à-dire ils montrent ce qu'ils sont réellement. Et là, c'est là où ils se déchaînent, parce qu'il y a le virtuel, il y a l'écran qui les protège. Donc, ils sont vrais dans le virtuel, ils deviennent vrais dans le virtuel, qui est faux, et ils sont faux dans le réel, qui est vrai. Voilà. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça.
Ah bah, je t'en prie. Bonjour Jungle. Bonjour à tous. C'était Bonjour. tellement bien, je voulais pas vous couper parce que franchement, moi je trouve que c'est excellent encore ce que vous dites là, c'est très 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 bien. Je suis pas d'accord, je pense que c'est l'inverse. La société, le fait de vivre en groupe nous impose de porter un masque d'une certaine façon. Et on a toujours tendance à déduire que le masque qu'on met du coup change ce que l'on est et on ne se montre pas tel qu'on est réellement. Mais je suis pas d'accord avec cette vision-là parce que moi je pense que quand on dit qu'on met un masque, ça ne veut pas dire qu'au travers du masque, on ne fait pas ressortir ce que l'on est. C'est juste qu'on se met des freins pour pas heurter les autres, pour pas aller les blesser, pour pas déclencher des disputes de fous et compagnie, mais ça n'empêche pas d'être qui on est. Par contre, du coup, c'est l'inverse. Je pense que sur Internet, les gens se permettent d'être beaucoup plus que ce qu'ils veulent être. Et moi, j'ai la sensation, quand je vois des gens sur Internet, de voir beaucoup plus la frustration des gens que ce qu'ils sont réellement. Oui, oui, bah moi j'appelle enfin, très bien hein, le mot frustration, je suis d'accord. Moi je disais le vide intérieur en fait, à un moment donné, et donc qu'il faut combler, un peu comme, je sais pas, un obèse qui va combler son vide intérieur par de la bouffe. Je parlais de ça avec les tatouages. En fait, on va montrer de plus en plus de signes extérieurs qui vont cacher notre vide intérieur en fait, en gros. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est marrant ce que vous disiez, ça me rappelle, juste vite fait Rayad, ça me rappelle parce que j'ai vu le petite, la vidéo que t'as mis sur Ozymandias sur Nota Bene. J'avais trouvé le jeu de mots en plus excellent. Mais c'est ça, c'est-à-dire que, et ça montre aussi du coup quelque chose, c'est-à-dire qu'on est quand même, c'est très difficile de regarder quelque chose, moi le premier, hein, franchement, moi le premier, de regarder quelque chose tout en étant détaché de son point de vue et de ses acquis. Et c'est ça qui est compliqué. Tu vois, je reviens sur cette vidéo, quand tu dis, ouais, Nota Bene, ils lisent le texte. Et en fait, c'est pas qu'ils lisent mal le texte, ils lisent le texte avec les références qu'ils ont choisi d'y mettre. C'est-à-dire, c'est un texte qui veut pas dire grand-chose, mais c'est intéressant de le replacer dans un contexte historique. Alors que nous, on va adopter une lecture beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus religieuse, beaucoup plus théologique, en admettant, en fait, dès le début, que ce que nous dit ce texte, c'est une réalité. Alors, et ça, en fait, ça joue beaucoup, je trouve, aussi dans nos rapports, justement, à la réalité, à la virtualité, à nos vies, et ainsi de suite. C'est vrai. Deux choses. Juste pardon Pierre, juste deux choses. Déjà, merci d'être monté. Non, je t'invite à être long. Je vais essayer de moins vous couper maintenant. Je t'invite à être long et à développer. C'est le principe là ce soir. Jungle. Merde, le deuxième point, je viens de le perdre. Tu disais quoi à l'instant là, Jungle? Parce que là, j'étais pas d'accord. Tu viens de dire quoi? Attends. J'ai perdu le fil. Du coup, je t'ai écouté, puis j'ai zappé aussi. Attends, j'étais sur le fait du point de vue. Voilà, c'est ça. On est accroché à notre point de vue quand on regarde quelque chose, et même quand on veut être impartial, en se disant je regarde sans préjugés, on a du mal à se défaire de nos acquis. Ah, ça me revient. Non, le problème qu'a Nota Bene et son ami Joël Schnaps, c'est qu'ils parlent pas du tout. Ils parlent pas du tout de ce que contient le texte. Ils n'ont fait que regarder l'emballage. Et c'est ça qui est honteux. Ils n'ont pas évoqué le texte à de courtes reprises pour montrer sa méconnaissance d'une partie du texte qui n'est pas la plus importante. Ils n'ont rien vu de ce que disait le texte et ils ont rien vu de ce qui est. Ils ont une lecture à 0,5. C'est même pas une lecture au premier niveau, c'est à 0,5. Et par contre, et à la fin, c'est pour dire quoi? Que ces textes-là, ils naissent de la peur collective des gens à différentes périodes de l'histoire, comme l'an 1000 que les gens n'ont jamais vécu. Voilà. Et non, je pense qu'il y a une approche laïcarde voulue. Ils ont pas voulu parler du fond du truc parce que ils sont voilà, c'est ça. Eh ben on est exactement d'accord. C'est vraiment ça, c'est que j'essayais d'exprimer, c'est le fait qu'ils l'ont regardé comme des laïcs, ils n'ont pas parlé du texte parce que pour eux le texte n'a aucune importance en soi. Alors que nous, on a le regard strictement inverse. On dit, non, mais tout ce qu'il y a autour, ouais. C'est pas que c'est inintéressant, il faut le regarder, mais il faut étudier, c'est le texte qu'il faut étudier, parce que c'est lui l'information. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé le signe, ils ont pas regardé l'objet. Nous, on regarde encore l'objet. Eux, ils ont regardé le signe, ce que dit le texte pour eux, et c'est tout. Et quelque part, ils ont virtualisé le truc. Ils ont rendu ça hyper réel, voilà.
Ouais. Non, après, je sais pas où il a mis son doigt, mais je trouvais ça lamentable. Et je pense que c'est voulu parce qu'ils ont le bagage. Ils ont le bagage pour. Sauf que quand, voilà, quand tu fais de l'histoire et que tu te prétends impartial et que t'as toi aussi tes dogmes et tes freins, et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'analyse, il faut savoir se décaler, se mettre sur le côté, comme disait l'autre. Voilà. Mais quand tu as des freins, des trucs comme ça, c'est stupide. Voilà, parce que l'Apocalypse, c'est un texte bien trop riche. Encore une fois, moi, je suis pas chrétien, moi. Pourtant, j'en parle. Et je parle du texte. Pourquoi ils en parleraient pas? C'est quand même leur culture, qu'ils le veuillent ou pas. Nota Bene, c'est sa culture. Hein. Je veux dire, je suis désolé, l'Europe, c'est aussi la culture chrétienne. Hein. Voilà. Pourquoi ça? Pourquoi tu nous en parles pas et tu nous fais croire que tu fais une analyse? Parce que on analyse les secrets de l'Apocalypse. Et à la fin, il a passé son temps à parler de Georges de Hongrie et du XVe siècle. Enfin bref, excusez-moi, on est parti sur autre chose, mais. Ouais, mais c'est quand même en lien avec avec le sujet parce que du coup, ça interroge quand même notre rapport à la réalité. C'est-à-dire que, en fait, il y a différents aspects dans la réalité. Il y a la réalité de matériel qu'on vit, il y a la réalité de nos pensées, il y a la réalité de nos rêves, il y a la réalité de nos projets. Le futur n'existe pas, mais c'est un réel avenir. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un gros problème avec ce terme de réalité. Et à chaque fois qu'on le met quelque part, parce que réalité, c'est comme âme, c'est comme conscience, c'est comme esprit, c'est comme pensée. Tu demandes à 10 personnes, tu as 10 réponses différentes. Pourtant, alors ce que tu dis, c'est bien. Il faut définir le terme réalité. La réalité, on va trouver une définition minimum. C'est ce que tu vis, ce que tu subis quand tu ne crois plus en rien. C'est la mort, c'est la maladie. C'est si tu manges pas, tu meurs. Même si tu es devant un écran totalement virtualisé en esprit, si tu manges pas, tu meurs. C'est quelques trucs. Voilà, c'est ce que tu subis quand tu ne crois plus en rien. Quand ton esprit il est débranché, c'est ça. C'est une réalité. Alors, nous vivons une réalité objective. Et même un rêve est réel. Je veux dire, bon, ça c'est encore autre chose. C'est savoir ce qui est réel ou pas. Mais la réalité en elle-même, c'est facile à comprendre. Là, c'est ce qui fait la civilisation, nous avons créé des écrans, des simulacres, etc. Mais tout est porté par le réel. Si demain, la société dans laquelle ils veulent nous emmener, elle est hyper fragile. Si demain il y a des catastrophes naturelles, tout leur monde numérique, tout ça n'existe plus, et les gens se retrouvent à poil dans un désert du réel. C'est pour ça qu'il faut cultiver le réel et il faut trouver un équilibre, s'approprier ces mondes, s'approprier l'IA, s'approprier le progrès, mais avoir la sagesse aussi de comprendre qu'on a besoin du plan porteur, notre plan d'existence, et pas un plan créé et issu du plan porteur que peuvent être toutes les cimes qu'on pourra créer.